j'ai décidé de me présenter à la présidence de la Ligue de football professionnel. Après avoir beaucoup bataillé avec des statuts qui ne permettaient pas l'émergence d'une vision concurrente, j'ai finalement pu me présenter, être élu au conseil d'administration, comme le rappelait le sénateur Lafont, mais également être battu au poste de président, largement, puisque je n'ai obtenu que 2 voix sur 17, la mienne et celle du représentant du syndicat des entraîneurs. Ça veut donc dire, pour être clair avec vous, que les représentants des clubs, y compris de Ligue 2, même si le collège de Ligue 2 avait voté en ma faveur, des familles du football et de la Fédération française de football, qui a 2 votes dans cette instance, n'ont pas souscrit à ma proposition, celle de définir et de piloter un changement de modèle pour l'ensemble du football professionnel français. Alors, dans le football français, on parle de plus en plus d'argent, c'est pour ça qu'on est réunis ce matin, et dans le football français, vous l'aurez noté, on parle toujours de revenus qui ne seraient pas suffisants, mais jamais de coûts qui seraient trop élevés. Ma vision est la suivante, et je pense que le football français n'a pas le choix. D'ici quelques années, il devra avoir bâti un projet moins coûteux et surtout moins dépendant des droits télé et des transferts de joueurs, dont il dépend quasiment à 80 ou 90%. Il doit le faire le plus rapidement possible, sous peine de marginalisation, et j'insiste sur ce point. D'abord, face aux grandes ligues européennes, qui, contrairement aux idées répandues, ont déjà commencé ce travail d'assainissement, à l'image de la Liga en Espagne, qui contrôle la masse salariale de ses clubs et qui flèche intelligemment l'argent versé par son fonds CVC, ou même de l'Allemagne et l'Angleterre qui ont commencé à mettre la pédale douce. Face aux ligues challenger, que les Français regardent d'un peu haut, parce que la zone de chalandise est plus petite, mais qui augmentent leurs revenus, le Portugal, la Belgique, les Pays-Bas, qui sont engagés dans des plans de transformation réalistes et pertinents. Enfin, face aux mastodontes que sont les grandes compétitions internationales, type la Ligue des Champions, ce modèle à construire serait plus équilibré, plus pérenne et plus tourné vers les fans. Il n'empêcherait pas le recours au fonds, mais valoriserait la notion d'investissement, comme ça se pratique dans d'autres secteurs de l'économie. Quand on évalue la santé d'un sport pro, on regarde ses finances et sa capacité à toucher le grand public. Les clubs français, cette année, subissent une double peine sans précédent que vous connaissez, mais c'est bien de la résumer avec cette formule. Jamais les clubs n'auront touché si peu d'argent, et jamais les clients que le foot n'intéresse n'auront payé si cher. C'est quand même une double peine absolument cruciale. Alors, sur le plan financier, on a des revenus de droits télé qui baissent de 32%, des charges LFP qui augmentent de 75%, et donc un revenu net pour les clubs sur les droits qui baisse de 60%, passant en moyenne pour les clubs de Ligue 1 de 25 à 10 millions d'euros. Voilà pour la réalité des chiffres. Mais quand je parle de double peine, je parle aussi de l'exposition télé, qui est capitale pour qu'on continue de s'intéresser à une compétition. En passant de Canal à l'époque à Prime Video, les audiences avaient été divisées par 5. En passant de Prime Video à DAZN, elles sont devenues marginales. On voit bien que ça manque de vision. Fâcherie avec le diffuseur historique, changement incessant d'opérateur, audience confidentielle, prix élevé, piratage et désormais gratuité. Si on voulait détruire ce modèle bâti sur les droits télé, on ne s'y prendrait pas autrement. L'autre ligne de revenus à laquelle les clubs se rattachent ou se raccrochent régulièrement, c'est-à-dire les mutations de joueurs, outre le fait qu'elle est contre-intuitive quand on veut réussir sportivement et qu'elle ne crée, à un moment il faut quand même le dire, aucune valeur pour le club en lui-même et ses supporters, le fait de changer d'équipe tous les ans, eh bien, tout ça va aussi baisser parce que toutes les grandes ligues vont connaître des difficultés. Les Anglais et les Allemands ont déjà commencé à moins dépenser. Un jour, le marché saoudien, parce que c'est inévitable, finira lui aussi par compter. Les joueurs français sont certes de grande qualité, mais ils seront considérés comme de plus en plus accessibles financièrement par les championnats étrangers, vu les difficultés auxquelles se prépare le championnat domestique. Et la formation, le plus bel atout du football français, coûte très cher, il faut le savoir, et de mon point de vue, sauf erreur de ma part, n'a pas bénéficié de la manne gigantesque de CVC. Pour résumer, le foot français voit ses 2 sources principales de revenus décliner et n'en tire pour le moment aucune conséquence. Le système que j'ai bien connu du temps de Canal, moitié charme, moitié menace, qui consistait à dire aux diffuseurs « voici mes coûts fixes, il me faut tant », et qui a longtemps fonctionné, ce système a vécu, c'est terminé. On est donc à la fois sur de mauvais choix conjoncturels ou sur ces 5-10 dernières années, mais qui ne font qu'accélérer des tendances de fond. Alors, quelles sont les conséquences et comment on s'y prend? Comme l'ont fait beaucoup d'industries, avec 3 chantiers qui sont toujours les mêmes dans toutes les industries. 1, la baisse des coûts. 2, la sécurisation des revenus traditionnels le plus longtemps possible. Et 3, le développement, sous forme d'investissement,
de nouvelles sources de financement. Il faut réaliser un plan de retournement en 3 temps, et ça suppose des parties prenantes raisonnables et bien alignées, des investissements tournés vers la transformation, et non pas, c'est tout le problème du milliard 5 de CVC, l'entretien d'un modèle obsolète. La baisse des coûts, le contrôle des dépenses, premier point, est évidemment un chantier urgent. Pour rappel, les clubs français perdent 1 milliard par an avant transfert, et 300 millions, entre 2 et 300 millions après. L'idée la plus évidente serait évidemment de faire en sorte que la masse salariale, ce qui est quand même une aberration, ne dépasse plus les revenus d'exploitation des clubs, puis faire baisser petit à petit, parce qu'aujourd'hui elle est souvent supérieure, puis faire baisser petit à petit ce ratio à 90-80%. C'est ce qu'on fait en Espagne, par exemple, avec CVC. La deuxième étape pourrait être de flécher un montant minimum et de plus en plus important sur les investissements. La DNCG devrait avoir ses prérogatives étendues, avoir un pouvoir de validation non pas d'un vague budget, mais contrat par contrat au moment de la signature des joueurs. Enfin, elle devrait avoir un contrôle sur les repreneurs. Je pense bien sûr à la situation des Chamois niortais ou des Girondins de Bordeaux. Cette démarche rationnelle doit aussi être celle de la LFP, dont les coûts ont explosé ces dernières années. Je ne parle pas que de la soulte CVC. Les coûts de la LFP sont passés de 35 à 140 millions en quelques années. Et ce sera de toute façon difficile de faire des miracles et de compenser la baisse des revenus pour les clubs. Donc je pose une question qui rejoint totalement évidemment votre mission. L'argent de CVC a-t-il permis de créer un fonds d'urgence afin de pouvoir surmonter la crise? Je n'en ai pas l'impression, en tout cas je ne le sais pas. Or, vu ce qui s'est passé déjà 4 ans avant, durant le Covid, il me semble que c'était une priorité. Plus généralement, puisque le choix a été fait via LFP Média de créer une vraie entité business, il faut professionnaliser l'ensemble. Il y a un volet très visible qui est celui de devenir une plateforme média pour les fans, ce que peut faire LFP Média, on y reviendra, mais un autre moins clinquant mais très utile, celui de devenir une plateforme de service pour les clubs, une centrale d'achat, des conseils juridiques, une aide administrative, un hub d'innovation. C'est aussi bien travailler avec BeIN, on comprend que la situation est compliquée. Je vais me permettre un point que peu de gens évoquent au sujet de BeIN et des investissements globaux de QSI. Ce qui est un peu gênant, c'est que d'un côté, on a un BeIN qui est très raisonnable dans ses investissements, preuve qu'ils ont intégré les dernières tendances des consommateurs, comme je le disais, donc ils ne dépensent plus sans compter. Et que parallèlement, au sein de la même entité de management, on a un PSG qui, lui, évidemment, mu par ses volontés européennes, est le chantre d'un modèle 100% libéral, absolument pas régulé. Si on leur parlait de salary cap ou autre, ce serait évidemment inacceptable pour le PSG. Et donc ce modèle libéral a un impact sur les autres clubs qui disputent le même championnat et qui ont envie de faire bonne figure, c'est bien normal. Donc là, il y a une vraie tenaille quand même entre BeIN et le PSG, avec deux discours qui sont complètement discordants. Je pense que, comme ce sont des acteurs sérieux, qui ont beaucoup apporté au football français, qui sont des gens avec lesquels on peut discuter, je pense qu'à un moment, ils ne pourront pas rester sourds à cet argument. Je pense qu'il est important de le développer. Ils ne seront pas forcément ravis, mais je pense que c'est un argument courageux qu'il faut être capable de discuter avec eux. Alors, sécuriser le revenu principal, c'est aussi reprendre langue avec Canal, quoi qu'on en dise, et parce qu'il a aussi bénéficié en son temps d'une situation de monopole sur le foot, le cinéma. Canal est incontournable sur le marché de la télévision payante. Et les fans de foot, le fameux 1,5 million dont on parle tout le temps, Canal les a déjà et les garde. Les conquérir contre lui ou sans lui est quasiment impossible. Mediapro, Amazon, ils ne sont pas arrivés. Il convient en troisième lieu de développer de nouvelles lignes de revenus. Et ces revenus peuvent venir de plusieurs sources, les consommateurs, les partenaires et les investisseurs. Du côté des consommateurs, il y a un revenu complémentaire à aller chercher via les images. Ceci est à manier avec précaution par rapport aux diffuseurs, mais les grandes ligues américaines, par exemple, réussissent peu à peu à additionner les revenus des broadcasters avec ceux du streaming. Côté football français, on peut démarrer quelque chose, non pas une chaîne, on ne crée pas de chaîne en 2024, mais une plateforme mondiale qu'on appelle Direct to Customer, qui permet de développer l'engagement des fans, mais aussi des ventes de droits. Aujourd'hui, l'exclusivité étant moins rémunérée par les broadcasters traditionnels, il est légitime d'essayer de compenser en vendant des droits plusieurs fois et sortir peu à peu de ce système verrouillé. D'accepter, de leur faire accepter qu'une offre complémentaire puisse être créée. Une offre qui, dans l'immédiat, rapporterait très peu d'argent, évidemment, parce qu'il faut conquérir une base d'abonnés, et ça coûte beaucoup d'argent, y compris en marketing, un sujet qu'on oublie tout le temps, mais qui pourrait être une solution d'avenir. Il aurait fallu probablement, effectivement, réserver quelques centaines de millions d'euros
pour pouvoir créer ce qui demain peut être en effet pour la Ligue une solution d'avenir et de prise en main. Alors il y a bien sûr des revenus à aller chercher en améliorant l'expérience au stade et la connaissance et la monétisation de sa communauté de fans. Il n'y a pas plus captif qu'une communauté de fans de foot. Et on s'aperçoit quand on discute que sur les sujets de CRM, d'identification, de monétisation, de merchandising, les clubs ont des ressources extrêmement faibles. Au-delà des consommateurs, et c'est le dernier point, ces nouveaux revenus doivent aussi venir des partenaires, et globalement, l'avant-dernier point, et globalement des grandes forces économiques du pays. Or, à de rares exceptions près, elles ne sont pas dans le football, ça ne nous a pas échappé. La relation distendue avec les collectivités locales, les incidents dans les tribunes, le fait de ne parler que d'argent, une politique environnementale qui n'est pas très résolue, tout ça sont des freins aux investissements dans le football. Dans le social, le sociétal, l'environnemental, le foot français est très en retard. La Ligue mène des actions RSE, mais il faut y aller beaucoup plus fort. L'accueil des personnes en situation de handicap dans les stades, une compétition de cécifoot, les déplacements en train des équipes, les panneaux solaires. Je fais volontiers un inventaire à la Prévert, mais avec une politique résolue sur ces sujets, on construit un système de valeurs positives. Toutes les entreprises ont dû s'y mettre, et c'est avec ce système de valeurs positives qu'on accueille des partenaires. Demain, on n'accueillera plus de partenaires, de sponsors ou autres, si on n'a pas résolu la question de la RSE et de l'image du foot. Enfin, les nouveaux revenus, dernier point, peuvent venir de l'extérieur, et d'abord des fonds. Alors j'ai effectivement, moi aussi, des interrogations sur les conditions associées au deal CVC, qui privatise une partie d'une délégation de service public et à vie. Un jour, les revenus de CVC, vous le savez, couvriront l'investissement initial, mais continueront à percevoir des dividendes. Cet argent aurait pu rester dans le sport. Ce qui m'a le plus choqué, vous l'aurez compris, mais pas surpris malheureusement, c'est le non-fléchage du 1,5 milliard délivré par CVC. Dans le fonds d'investissement, il y a investissement. Or, ça ne s'est pas du tout passé comme ça, à ma connaissance. L'argent a servi à éponger les dettes et à nouveau à engager de nouveaux joueurs. Parce que pour les présidents, la seule compétition, elle est d'ordre sportif. Les infrastructures pourtant essentielles pour pérenniser l'activité, la connaissance client, n'ont pas bénéficié de cette manne inespérée. L'autre élément qui m'inquiète, c'est le mécontentement que CVC a manifesté sur le résultat de l'appel d'offres, ou en tout cas de la négociation, sur la méthode de négociation et aujourd'hui sur le fait d'avoir été tenu à l'écart, comme visiblement ils l'ont été, on l'a vu à l'occasion de l'audition, lors de certaines refacturations salariales. Voilà, en l'espèce, sur CVC, on a une prise de participation à vie sur une délégation de service public, un contrat assez peu protecteur pour le football français, mais surtout un apport de cash et de savoir-faire non créateur de valeur et une relation déjà dégradée. D'autres fonds interviennent pour le rachat de clubs. Il semble important, comme je l'ai dit, que la DNCG soit dotée d'un pouvoir d'agrément. Quant à la multipropriété, on en parlera peut-être, elle est politiquement discutable, mais dans un monde où les modèles sont structurellement déficitaires, il semble difficile d'y échapper. Le plus important est de maintenir dans ces cas-là l'ancrage territorial de nos clubs. Voilà pour conclure les quelques réflexions que je voulais vous soumettre. Les revenus majeurs du football vont baisser et impacter un modèle qui est déjà déséquilibré. Il sera difficile dans un système ouvert de toute façon de trouver un équilibre parfait, il ne faut pas rêver. Il y aura toujours besoin de mécènes, de passionnés pour perdre de l'argent dans le foot. Et la financiarisation du football ne me semble ni une donnée complètement nouvelle, ni véritablement évitable. Mais ce qui est certain, c'est que le football français est à nouveau en crise, 4 ans après le Covid, alors qu'il a bénéficié d'une manne inespérée d'1,5 milliard. Il va se retrouver dans une situation compliquée avec des clubs en grosse difficulté.